Faisons ensemble ce que nous ne pouvons faire seuls. La solidarité, la coopération ont existé de tout temps, là où les humains se sont groupés pour rompre leur isolement, combattre la misère et œuvrer ensemble pour l'amélioration du sort de chacun. Nous sommes à Rillard, petit village flamand, en Belgique. On oublie vite. Quand on voit le degré de développement et le confort matériel actuel, on oublie qu'il y a à peine plus d'un siècle, la misère sévissait ici même. En cette fin de 19e siècle, les campagnes européennes subissent une crise aiguë. L'amélioration des transports et l'importation massive de blé et de bétail, entre autres des États-Unis, provoquent une chute des prix sans précédent et la ruine de nombreux paysans. Pour payer ses dettes, le petit propriétaire doit vendre terre, bétail, matériel. Et quand cela ne suffit plus, il est contraint de s'adresser à l'usurier pour obtenir un prêt à des taux exorbitants. Et ces petits agriculteurs n'avaient pas accès au système de crédit prévu par les banques commerciales. Les riches avaient des propriétés qu'ils pouvaient donner en garantie sous forme d'hypothèque, et aussi les intérêts et la formule de crédit n'étaient pas adaptées aux besoins de ces petits agriculteurs, qui devenaient la proie de pratiques usurières. Et un bon exemple, c'est la pratique de marchands de bétail qui prêtaient les vaches, mais gardaient la propriété, et qui prêtaient sous condition d'obtenir la plus grande partie des revenus. En fait, c'était une forme déguisée d'esclavage. La pauvreté des campagnes provoque un exode rural, à la recherche qui d'une place de domestique à la ville, qui d'ouvrier dans l'industrie. Pour l'économie du pays, l'heure est au libre marché et à la révolution industrielle. La campagne se vide, la campagne se meurt. Cependant, grâce à l'impulsion de certains membres du clergé et de la bourgeoisie, des paysans se regroupent en guildes pour l'achat à moindre prix de matières premières de qualité. Ici, dans le village de Rillard, c'est un curé, Jacob Ferdinand Mellartz, qui crée la guilde paysanne avec l'aide du brasseur Louis Meyers. Ces élites locales, proches des paysans et de leurs problèmes, prirent pour modèle l'action menée quelques années plus tôt en Allemagne par Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Ce bourgmestre avait pris conscience que le développement des petits agriculteurs de sa commune passait obligatoirement par l'accès au crédit financier pour l'achat de terres, de semences, de bétail et d'outils. Un crédit dont ils étaient jusque-là exclus. Une commune rurale, c'était une communauté assez close. Et à un certain moment, donc, les gens avaient leur tradition, avaient une crainte pour toute nouveauté qu'on leur voulait donc apporter. Et surtout lorsque cette nouveauté où ces nouvelles idées étaient donc présentées par l'une ou l'autre personne qui venait d'ailleurs, et ils avaient une crainte, vraiment une crainte, pour toute personne qui venait par exemple de la ville ou d'une région qui était donc inconnue dans la région. Raiffeisen avait soumis ses caisses rurales à plusieurs principes de base. Les coopératives devaient œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la campagne et encourager l'autodétermination. Elles devaient s'organiser sur la responsabilité collective et partagée des membres et enfin faire abstraction de considérations purement commerciales. À Rillard, le curé Mellartz s'appuie sur la guilde paysanne pour créer sa coopérative d'épargne et de crédit de type Raiffeisen. Il convainc ses membres de constituer un patrimoine commun sous forme d'épargne et provoque de ce fait une solidarité qui, même si elle était déjà présente dans le village, devient une réalité concrète. Peu à peu, les membres prennent conscience de l'importance de leur patrimoine commun et confiance en leur propre force. Je leur donnais donc un sentiment, voilà, nous ne sommes plus des esclaves, nous sommes nous-mêmes et nous pouvons discuter de certains problèmes, nous pouvons faire de propositions, etc. Nous pouvons juger sur certaines choses, etc. Et je crois que là, c'est aussi un élément très, très important, donc disons de formation pour ces gens-là. Ce n'était pas simplement un aspect, disons, économique, mais aussi
un aspect humain et culturel. Un principe important de toute coopération est la concertation. Cela signifie qu'on écoute les vrais besoins des sociétaires. Lorsqu'on créait la coopération Raiffeisen, au début, c'était la création d'un crédit agricole adapté aux vrais besoins des agriculteurs. Et puis après, on s'est aussi adressé aux autres secteurs. Par exemple, un fermier avait 3 fils, un qui s'installait et qui reprenait la ferme. Il fallait aussi installer les 2 autres, par exemple comme boucher, comme boulanger, avec un crédit adapté. Concertation signifie aussi que les dirigeants soient choisis d'une manière démocratique au sein des sociétaires. Grâce au fonds d'épargne, la coopérative octroie ses premiers crédits. Et cela fonctionne. Le contrôle social encourage le remboursement des emprunts. La caisse attire de plus en plus de membres. Le principe de co-responsabilité n'effraie plus, celui de l'égalité séduit. Stimulés par ce succès, de nouvelles coopératives voient le jour dans d'autres villages. Mais les dirigeants se rendent compte qu'il leur faut une base financière plus importante. À cela s'ajoutent les questions de capacité de gestion. Il faut envisager l'avenir de la coopérative en réfléchissant à long terme. Pour répondre à ces besoins, une centrale coopérative se crée. Elle chapeautera les caisses locales. Assez vite, les caisses locales constataient eux-mêmes qu'ils venaient en difficulté, qu'ils n'avaient pas donc suffisamment comme on dirait maintenant, know-how, pas suffisamment d'informations, de capacités pour gérer cette caisse à un bon résultat. Et ils se sont affiliés, on a fondé ici à la centrale une caisse coopérative dont les caisses locales devenaient membres. Je pourrais comparer une coopérative avec un grand arbre. Un arbre qui a des racines profondes dans la terre. Et ces racines, je pourrais l'appeler l'ancrage de la coopérative. Et l'ancrage veut dire une collaboration, des contacts, un engagement envers la population locale. C'est ainsi d'ailleurs que la coopérative Raiffeisen en Belgique est issue de la guilde paysanne. Et je crois que cette collaboration avec le monde professionnel local est d'une très grande importance pour la coopérative. Mais l'arbre a aussi une couronne qui s'ouvre vers le ciel. Et je crois qu'il s'agit ici surtout des dirigeants de la coopérative. Ils ne peuvent pas s'isoler, qui ne peuvent pas vivre sur une île, mais qui doivent s'ouvrir à des contacts avec le monde financier et qui sont obligés à collaborer avec d'autres institutions financières, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national. Des délégués de la Caisse centrale se rendent dans les villages. Mieux formés, ils conseillent les gérants et les conseils d'administration des coopératives locales, contrôlent les comptabilités. L'offre des services s'élargit. Ainsi, par exemple, afin de mieux équilibrer les trésoreries, la coopérative centrale accueille les surplus d'épargne des uns et les remet à disposition des caisses locales en manque de fonds. Issu de petites initiatives à l'échelon communal ou paroissial, le mouvement coopératif devient une institution sociale et économique de grande ampleur. L'organisation Raiffeisen en Belgique était bien sûr un mouvement social, mais était aussi une entreprise, une banque, avec ses normes spécifiques aux banques et aux entreprises. Par exemple, une norme en matière de rentabilité, grand besoin d'efficacité, d'efficience. Aussi un grand besoin de contrôle, et très spécifique pour la coopérative, un contrôle social. Par exemple, en matière de crédit. On n'octroyait pas de crédit comme ça, sans garantie. On demandait le plus souvent une caution. Souvent, une caution donnée par un membre de la famille. C'était donc une forme de contrôle social. Vous comprendrez très bien qu'il ne s'agit ici pas de charité, mais d'une organisation basée sur la réciprocité. Il faut le rendement. Pas le rendement pour le rendement lui-même, mais il faut le rendement pour donc assurer la continuité de l'institution.
s'il n'y a pas de rendement, on ne peut plus travailler. Donc, hein. Et alors, les deux sont les victimes, hein, aussi bien l'épargnant que le candidat emprunteur. Hein. « 1938, commune de Gierle, en Belgique. Le jeune Franz Peters a 21 ans quand on lui propose de prendre la fonction de caissier de la caisse paysanne du village. À l'époque, la communauté paysanne locale est homogène, soudée et catholique. Au principe égalitaire de la coopérative s'ajoute une dimension évidente de contrôle social. Tous les agriculteurs étaient membres de la Gilde paysanne. C'était d'ailleurs la seule organisation agricole. Et on était chrétiens. La direction avait toujours été aux mains des hommes d'église. Chaque membre avait une voix et avait autant de valeur pour la nomination des dirigeants, par exemple. Quand on devient membre d'une coopérative, c'est un libre choix, mais on s'engage moralement à participer, sinon il n'y a aucune raison de devenir membre. Pour le jeune caissier de 21 ans, la fonction est lourde de responsabilité. En ce temps-là, en tant que caissier, on avait une fonction de confiance. Même en cas de problèmes familiaux, on s'adressait à lui. Il avait une image d'homme de confiance. Même si la confiance règne, l'organisation de la coopérative prévoit des garde-fous destinés à assurer une sécurité indispensable. Chaque caissier devait avoir une caution. Dans mon cas, c'est mon père qui a dû engager sa responsabilité en cas de plainte éventuelle pour mauvaise gestion de la part de son fils. Agriculture, pêche, santé, emploi, crédit. L'idée coopérative s'est inscrite dans de multiples domaines de la vie sociale un peu partout dans le monde. À mi-chemin entre le système privé pur et dur et le tout à l'État, le système coopératif, l'économie solidaire, s'affirme de plus en plus comme une troisième voie de développement. Chaque jour, de nouvelles initiatives se créent partout dans le monde. Il y a une réémergence et une revitalisation de l'économie sociale et de l'économie coopérative un peu partout dans le monde. Aussi bien dans les pays très industrialisés comme les États-Unis, comme l'Europe, que dans les pays très pauvres comme le Bangladesh, l'Haïti, le Burkina Faso, l'Inde. Selon moi, ceci a beaucoup à voir avec la globalisation de l'économie, la mondialisation de l'économie, qui a certaines conséquences très perverses. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus accès à des services fondamentaux et essentiels. Prenons par exemple l'accès au crédit. Il y a encore la majorité de la population dans ce monde qui doivent se rendre à un usurier pour trouver un crédit à des intérêts, des prix très exorbitants. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à des services bancaires très ordinaires, comme par exemple un compte d'épargne. Niamey, Niger. Cette coopérative de microcrédit aide ses membres à développer des projets personnels. Cette femme, par exemple, a obtenu un crédit sur 6 mois pour acquérir et engraisser un veau. Le gain qu'elle réalisera devra lui permettre d'entretenir sa famille et de poursuivre son projet d'élevage. Bayombang, Philippines. La coopérative compte plus de 6000 familles membres. 80% sont agriculteurs et tirent leur revenu principal de la culture du riz. Les crédits octroyés leur permettent d'améliorer production, transformation et commercialisation et ainsi entrevoir leur développement. La région de Chambo, en Équateur, possède une terre propice à la fabrication de briques. Grâce à Action Rurale, coopérative locale d'épargne et de crédit, de nombreuses familles ont pu monter des entreprises de production de briques et de tuiles qu'ils vendent dans toute la zone des Andes équatoriennes. Un des phénomènes les plus importants et les plus intéressants de cette mondialisation, c'est le fait qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 1 milliard de gens, au nord autant qu'au sud, qui se mobilisent ensemble et cherchent des solutions communes. C'est ça l'économie sociale, c'est ça l'économie coopérative de cette nouvelle ère, de cette nouvelle époque de mondialisation.
toute époque, à tout endroit, on constate que les initiatives coopératives réussies ont dû leur succès au respect de certains principes de base. Loin d'être figées, ces conditions sont adaptées et modulées selon les circonstances et les cultures, mais elles doivent néanmoins être envisagées comme étant le noyau de l'idée coopérative. En effet, il y a plusieurs raisons pourquoi il y a certaines coopératives qui réussissent et pourquoi il y a certaines qui ne réussissent pas. À mon avis, il y a d'abord le fait que chaque coopérative qui réussit répond à un besoin essentiel. Ça veut dire que ça doit être un besoin ressenti par la population et notamment par les membres adhérents. Parce que c'est ceci qui attire les membres à utiliser les services de la coopérative. Si par exemple il y a déjà des services bancaires assez bien développés dans une région, il y a très peu de chances qu'une coopérative bancaire ou une coopérative financière pourrait atterrir beaucoup de membres. Répondre aux besoins et assurer le développement des membres constitue l'essence même de l'association coopérative. Développement matériel, mais également épanouissement personnel, reconnaissance au sein du groupe ou formation. Les gens qui empruntaient pour, par exemple, l'achat d'une vache laitière recevaient également une assistance technique. Le vétérinaire du centre suivait régulièrement le troupeau pour la vaccination, mais aussi dans un but de formation, de prévention, comme par exemple comment éviter les maladies, comment les détecter et y remédier soi-même. La coopérative se veut une entreprise homogène où les membres sont égaux au niveau du vote et de l'accès aux services octroyés. Une structure autorisant la prise de décision et l'autodétermination impliquera une co-responsabilité et un investissement collectif de l'ensemble des membres. J'ai moi-même travaillé dans une structure coopérative en Équateur, dans les montagnes, auprès de paysans indiens. Nous leur avons octroyé un crédit de groupe qu'ils se répartissaient en interne parmi les 30, 40, 50 familles paysans. Ils étaient également responsables de l'organisation interne du partage, mais aussi du remboursement du crédit. Nous avions un taux de remboursement très élevé, plus élevé que les banques, à leur grand étonnement. Comment est-ce possible? Vous travaillez avec un groupe à haut risque? Une des raisons était que les gens se sentaient très responsables de la coopérative. Je leur disais, c'est votre entreprise, vous devez en être fiers. Et le remboursement en était une preuve. En tant qu'entreprise financière, une coopérative d'épargne et de crédit a besoin d'argent pour fonctionner. Même si des fonds extérieurs peuvent parfois initier un projet, la coopérative doit pouvoir s'appuyer sur l'épargne de ses membres afin de s'assurer un rendement et une autonomie à long terme. Dans un endroit isolé, le défi est de pouvoir travailler également avec des moyens d'épargne monétaire. Cela a plusieurs avantages. Quand un paysan a une épargne en bovin et qu'il doit faire une petite dépense, il ne peut évidemment pas vendre un demi-bœuf, il doit vendre la bête entière. Et que fait-il avec la somme restante? S'il dispose d'un livret d'épargne, il pourra retirer de petites sommes. Même dans les sociétés très pauvres, il y a toujours un capital quelconque qui n'est pas utilisé par les gens. Alors la coopérative a là comme première fonction de chercher cet argent-là, ce capital, et la rendre utile à la société et à l'individu. Mais évidemment, la coopérative elle-même, on en a besoin aussi pour fonctionner. Constituée d'individus, la coopérative doit enfin pouvoir parer au risque d'opportunisme de ses membres. L'ancrage local, le contrôle social, doublé d'une structure démocratique, rendent alors possible un fonctionnement basé sur la relation de confiance. Je pense qu'avoir confiance et donner confiance aux gens est effectivement essentiel dans tous les systèmes d'économie sociale et d'économie coopérative, mais ça doit aller de pair avec une suspicion institutionnalisée. Ça veut dire qu'on ne donne pas confiance comme ça aux gens. On donne confiance dans un cadre bien institutionnalisé, avec des mécanismes de contrôle, avec des mécanismes de supervision.
Je ne suis pas un prophète, mais je suis convaincu que l'entreprise de demain sera coopérative ou elle ne sera pas. Avec coopérative, je veux dire l'organisation d'une collaboration entre personnes et pas seulement un ensemble de contrats. Et dans cette optique, les valeurs de coopérative persisteront dans le temps. Le point de départ reste pour moi toujours un respect profond pour la dignité de la personne humaine. Et en partant de ce respect, investir ensemble dans le bien-être et la prospérité pour toutes les personnes qui participent à la coopérative. BRS est le volet international de Serra Foundation.